Bonjour ou bonsoir à chacune et chacun. Effectivement, merci Pôle emploi de nous accueillir ici pour les 20 ans de cet observatoire qui, comme Angèle l'a indiqué, est porté, en fait, permet d'avoir une lecture des politiques publiques et donc d'être ce qu'on appelle une aide à la décision, en particulier pour la population des élus locaux, mais pas que. Voilà. Je rappelle que dans un monde qui s'accélère et va très très vite, on a vraiment besoin des hommes et des femmes, donc je pense entre autres à Vincent, mais toutes les équipes, qui agrègent des données et qui nous permettent d'objectiver les choses pour, en pleine conscience, prendre des décisions plutôt que d'être dans du commentaire de réseaux sociaux. Pour rentrer dans le sujet qui nous occupe et en tout cas qu'on a souhaité mettre en valeur à l'occasion de ces 20 ans, c'est pas anodin de se dire qu'un observatoire va amener un débat sur le sujet du productif. Alors c'est super consensuel maintenant, mais ça ne l'était pas il y a quelques années. Je pense que Bruno Volant le dira pour lui-même. Je pense qu'il n'a jamais fait autant d'interventions sur ces questions d'activité productive et d'industrie. Donc depuis le Covid, on est face à une désattractivité de ces métiers-là, si tant est qu'ils aient été attractifs, parce que pour moi, ils ont dû être attractifs dans les années 70-80. Après, je pense que ça a été un peu plus compliqué. Donc, on a la responsabilité collectivement, chacun dans nos rôles et missions, de faire passer ce cap et en particulier de passer les messages aux jeunes et aux familles dès l'école primaire pour réancrer dans notre inconscient collectif que les besoins du quotidien, nos objets, les services, etc., ils sont produits quelque part, et qu'a priori, ce quelque part, c'est toujours mieux qu'ils soient proches de chez nous, voilà, pour des questions d'impact carbone, et puis accessoirement pour une question d'emploi, voilà, parce que notre modèle social est calé aussi sur le fait que nos organisations productives participent à la solidarité nationale et permettent, quand on n'est pas dans l'emploi, d'avoir des formes d'accompagnement. Régulièrement, l'Opal m'alimente, c'est aussi pour vous dire, voilà, quand on se pose des questions, en tout cas dans le monde des élus, souvent on trouve de la donnée auprès d'observatoires, et c'est très précieux de consolider l'ensemble de ces données. Je termine juste là-dessus, d'avoir ces données, d'avoir ces temps de débat et de rencontres. Donc je remercie les entrepreneurs qui sont venus parce que je sais que vous avez plein d'autres choses à faire. Et je remercie aussi quelqu'un qui porte d'autres moments de rencontres et de débat. Donc c'est les GECO, les journées de l'économie. Pascal qui est sorti de la salle temporairement. Oui, il avait un coup de fil à passer à Jean Tirole. Donc on peut comprendre. C'est bien que des gens comme Pascal prennent le temps aussi de venir écouter ce qu'on a à poser sur la table pour orienter les débats et se dire voilà ce qui va mobiliser des lycéens, des lycéennes, des enseignants, des chefs d'entreprise, et trouver des solutions ensemble. C'est notre responsabilité pour participer à cette souveraineté qu'on souhaite tous, mais finalement qu'on n'organise pas si rapidement que ça. Donc merci, et puis à l'écoute et à disposition. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup. Je vais vous donner, parce que comme on parle de l'emploi en ce moment, vous donner quelques points de repère, mais je pense que c'est une des problématiques que vous touchez du doigt aussi les uns les autres en permanence. On est dans une période très très faste d'un point de vue économique. Malgré le fait que la situation en Ukraine se déroule depuis maintenant plusieurs semaines, en tout cas les répercussions économiques à court terme ne se font pas ressentir aujourd'hui, et on est dans une dynamique en termes d'offres d'emploi disponibles et en termes de besoins au niveau des territoires très important actuellement. Quelques chiffres: un tiers des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont une intention d'embauche en 2022. On n'a jamais été aussi haut depuis que l'enquête sur les besoins de main-d'œuvre existe sur notre territoire. On est jusqu'à 63% d'entreprises qui nous disent avoir des difficultés de recrutement au niveau du territoire en moyenne. Et sur des bassins d'emploi, on dépasse les 75%. Voilà, en termes de repères, 6,4% de taux de chômage au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a un numéro 1 maintenant, on a le département qui a le taux de chômage le plus bas de France. On est passé en dessous de 4% dans le département du Cantal. Vous savez qu'on parle souvent de plein emploi.
là inférieur au niveau du territoire dans le Cantal de 4%. Tout fait un zoom sur l'industrie. J'étais avec le DRH d'Orano tout à l'heure. Je vous confirme de grosses difficultés. Enfin, c'est le nucléaire, mais le textile en a aussi. Et quand on regarde, je fais un peu de teasing, vous irez voir sur l'Observatoire de l'emploi au niveau de Pôle emploi, vous pourrez avoir des détails par branche, par secteur d'activité, par métier. Mais on voit bien aussi que les demandeurs d'emploi ont d'autres intérêts dans les priorités qu'elles se donnent dans le milieu du travail, donc avec toutes ces difficultés qui sont là aujourd'hui et des vrais challenges à relever pour nous tous. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long et merci à vous et puis j'espère que vous allez passer un bon moment dans nos locaux et donc bienvenue à Pôle emploi. Merci beaucoup, merci monsieur Coupeau. Ils sont là, nos entrepreneurs, donc Bruno Voland, Charlie Germain, Renaud Collin. On se retrouve tous tout à l'heure ensemble à débattre et on va écouter attentivement ce que dit Nadine Lebrateau parce que peut-être il y a des éléments que vous allez porter à notre connaissance sur le nouvel écosystème de développement industriel. C'est quoi le nouveau? Et peut-être on en débattra avec tous nos participants. Nadine, c'est à vous. Merci Angèle, bonsoir à chacune et chacun. Merci pour votre accueil et pour cette occasion d'échange dans un cadre très, très riche intellectuellement, bien sûr. Donc je vais vous parler d'un nouveau modèle. Alors on dit toujours nouveau modèle, mais finalement on va voir qu'il n'est pas si nouveau que ça. C'est sa mise en œuvre qui tarde un peu, qui se révèle peut-être un petit peu compliquée, mais conceptuellement il s'ancre dans l'histoire de la discipline. La question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'on a crevé le plancher, c'est-à-dire est-ce qu'on a atteint déjà le point de non-retour, ou est-ce qu'il est encore possible de réagir, voire de rebondir? Il est important aujourd'hui d'avoir cette vision plus positive de l'industrie pour plusieurs raisons. C'est que l'industrie n'est pas que dans l'industrie. C'est-à-dire qu'avec la formation de très grands groupes qui sont multi-activités, on a, et c'est ce que montre cette partie du graphique ici, on a des entreprises qui sont des entreprises de production qui ont en fait une tête de groupe qui est située en dehors de l'industrie. En moyenne, tous les secteurs de l'industrie versent des salaires plus élevés que la moyenne des salaires nationaux. À peu près 34%. Donc c'est vraiment très important pour des raisons qui tiennent aux qualifications, bien sûr, mais aussi à la présence d'emplois à temps plein. Donc ça va faire une grande différence. Donc on a des emplois qui offrent des conditions qui sont plus intéressantes pour ceux qui en bénéficient directement, mais qui en plus exerce des effets d'entraînement sur le reste du tissu productif. Et là, on arrive progressivement aux écosystèmes. Alors, l'enjeu et les moyens dont disposent les territoires, eh bien, sont contingents à la situation qu'ils vivent. C'est pas un modèle unique pour tous. On n'est pas dans du prêt-à-porter des politiques publiques. Il faut tenir compte du contexte local. Depuis des années, on nous dit que ce sont les territoires ruraux qui accueillent l'industrie, mais non, pas du tout. On ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'il y a beaucoup d'autres emplois, mais en termes de nombre, ce sont les pôles métropolitains qui continuent d'héberger l'industrie. Donc c'est important de maintenir cette industrie en ville parce que... Et donc quand on observe cette polarisation, on se dit qu'il y a quand même un élément qui est important pour l'industrie, c'est qu'elle ne se développe pas hors sol. Elle a besoin d'un terreau, d'un écosystème local pour s'épanouir et c'est important pour le maintien, bien sûr, mais aussi pour les relocalisations. Il faut non seulement compter sur les forces en présence au sein de la zone d'emploi, mais également s'appuyer sur les interrelations avec l'environnement pour
créer un système. Donc ça, c'est favorable pour l'industrie aussi, parce qu'au-delà de la qualité des emplois, du niveau des salaires, on peut avoir des activités qui finalement sont des activités de fabrication, donc à forte valeur ajoutée, et qui se passent près de chez vous. Laisser de la place à l'industrie en milieu urbain, c'est donner une reconnaissance de plus à une activité qui peut être entraînante pour le reste de l'économie. Bravo. Bravo madame. Alors pour en parler autour de vous, de rester où vous êtes, on va faire une autre installation. J'invite bien sûr Joseph Sanfilippo, directeur départemental de Pôle emploi, Emeline Beaune, bien sûr vice-présidente de la métropole de Lyon, à venir sur l'estrade, et bien sûr nos 3 chefs d'entreprise. Bruno Voland, vous êtes industriel, Charlie Germain, vous êtes un acteur emblématique de l'entreprise en transition, et Renaud Collin, vous êtes un entrepreneur. On va voir tout ça. Allez, sur scène, on s'installe et on cause de ces éléments problématiques, mais aussi dynamiques. Parce qu'on a essayé aussi, nous, de se challenger et de commencer à parler sur une première polarité de débat que nous avons intitulée « Des femmes et des hommes dans l'aventure industrielle ». Alors, on va commencer avec vous, Bruno Voland. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, Bruno Voland, pourquoi on vous a choisi, vous, pour commencer parce que 20 ans d'Opale, et vous, 20 ans de Trax et Industrie. Vous avez une bio, alors j'en dis quelques mots au public ici, qui est quand même respect, quoi. Votre parcours avec un grand P. Vous venez d'une formation de l'Institut des Compagnons du Devoir et Tour de France, donc vous, le soudage, voilà, ça vous connaît, la question technique. Vous travaillez dans des grands groupes type Renault, et puis vous faites une vision du monde en Malaisie. Et après, vous revenez à Tarare, 2001, et 20 ans plus tard, 120 personnes travaillent autour de vous. Vous déclarez dans la presse, dans tout Lyon, je vous cite, que dans le fond, aujourd'hui, c'est ce qu'a dit le directeur, M. Toupeau, en introduction, dans le fond, on doit recruter, et vous dites, ceux qui y parviendront, donc on voit quand même qu'il y a peut-être un peu de pessimisme, à recruter les compétences dont ils ont besoin, seront à même de profiter de cette dynamique pour grandir. Alors qui sont les hommes et les femmes qui sont aujourd'hui les acteurs d'une industrie qui s'engage, qui se transforme? Qui sont-ils autour de vous? Comment vous voyez ces acteurs du recrutement dont nous va parler M. Sanfilippo aussi après avec vous? Ouais, d'accord, merci pour cette introduction. Je dirais d'abord, effectivement, moi je viens j'ai vu un peu sur la carte, je cherchais. Sur la carte, effectivement, il y a des secteurs qui sont des secteurs très ancrés. Alors moi, je parlerai que de métallurgie, hein, donc je ne parle pas d'industrie générale, je parle que de métallurgie. Aujourd'hui, quand je dis dans la presse, mais avec ma casquette de président de l'UMM, je suis aussi président de la commission emploi au national. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, je ne vais pas répéter. Effectivement, là, aujourd'hui, on est complètement perturbé, on est dans une période complètement folle. Moi, en tant que chef d'entreprise, je crois que c'est jamais arrivé au XXe siècle d'être à la fois être obligé de négocier nos contrats commerciaux et de renégocier nos salaires. Faire les deux en même temps, je crois que c'est jamais Ubiquité. Je crois que déjà ça c'est jamais arrivé. En plus avec une musique derrière nous qui démoralise tout le monde. Donc, voilà. Donc effectivement, par contre, il y a un côté positif, c'est qu'aujourd'hui l'économie elle est bonne. En général, on a quand même des carnets de commandes qui sont intéressants, qui sont très intéressants. Et ce que je dis dans la presse, c'est effectivement ceux qui profiteront de la croissance, c'est ceux qui mettront en place des systèmes de formation et les meilleurs recrutements, en passant bien sûr par... Ça veut dire quoi, des meilleurs recrutements? Dans le fond, vous insistez sur la main-d'œuvre de qualité, et alors qu'Emeline Beaune nous ouvre un peu notre vision qu'il faut aussi un emploi plus solidaire, c'est quoi la qualité à tous les niveaux de l'industrie? Déjà, c'est le mot qu'on va souvent utiliser, je pense là, c'est l'attractivité. Hein, il faut être attractif. Et un petit rappel aussi, quand même, c'est que dans la métallurgie, on est la première région de sous-traitance mécanique de France, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Mais si je prends par exemple nos adhérents à nous, 80% c'est des moins de 50. Donc ça prend en compte.
Donc il n'y a pas que des grands groupes aujourd'hui, hein. Donc on a énormément de PME. Donc la PME doit se transformer, la PME doit s'ouvrir, la PME doit être attractif, la PME doit, quand je dis s'ouvrir, on a un gros travail à faire. Moi je donne cette impulsion-là. L'écosystème doit être connu. Hein, on doit savoir qui est le représentant de la mission locale, qui est le représentant de Pôle emploi local. Ce que vous sous-entendez, c'est qu'ils ne vont pas assez, ils sont pas assez proactifs pour s'informer, ces PME-là. Est-ce qu'elles vont vers l'information? Quand je parle de transformation, il faut qu'on se transforme, parce que effectivement, moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de PME qui se plaignaient de ne pas trouver du monde. Déjà, ils ne prenaient pas d'apprentis. Hein, donc déjà, il y a déjà un problème. Moi, je pars du principe que vous prenez 10 apprentis sur 10 ans, un par an, vous avez 50% d'apprentis qui partent, vous avez quand même 5 personnes qualifiées. Et 5 personnes qualifiées, ça vaut de l'or aujourd'hui. Donc automatiquement, déjà, on avait des problèmes. Puis, on avait d'autres problèmes aussi ultérieurement, c'est que la formation c'était gratuit. Donc aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut que le chef d'entreprise ait la conscience de dire que c'est de l'investissement. Donc aujourd'hui, je vais investir tant dans mes moyens matériels, tant dans mes machines, mais ça va être aussi, je vais investir tant dans ma marque employeur, dans des mises en place de formations internes, peut-être créer une académie interne, etc. Donc voilà. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je vais dans le sens de ce qui a été dit précédemment. Effectivement, je pense qu'on vit une période un peu spéciale et effectivement, on ne s'attendait pas forcément à devoir, en tant que TPE, gérer ces sujets-là de manière aussi prégnante et aussi rapide, nous, dans notre développement. Donc voilà, il faut qu'effectivement qu'on s'adapte sur plusieurs points en même temps, effectivement, et qu'on gère dans ce contexte un peu particulier. Les 25 les 25 salariés qui font cette aventure-là, qu'est-ce qu'ils vous disent dans la façon d'être vraiment dans ce modèle en transition? C'est quoi le type de sollicitation? Alors, je pense que les sollicitations, il y a du non exprimé, mais c'est quand même autour du sens qu'on donne à nos missions. Nous, on sort d'un audit RH justement pour préparer la suite, ce qui ressort presque en numéro 1. Donc on a pas mal de points faibles, on a quand même quelques points forts aussi. Ce qui ressort dans les points forts, c'est le sens du projet, l'engagement qu'on donne et la cohérence qu'on porte dans nos actions au niveau du modèle industriel, mais aussi au niveau de l'humain dans l'entreprise. Et donc voilà, c'est un axe de travail fort. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Il y a des enjeux de rémunération, il y a des enjeux d'adaptation, mais il y a aussi un enjeu de RSE au sens large, c'est-à-dire voilà, comment est-ce qu'on s'assure que les écarts salariaux soient raisonnables, comment est-ce qu'on paye correctement nos opérateurs du plus bas niveau jusqu'au plus haut, comment est-ce qu'on conserve une équité salariale, comment est-ce qu'on redistribue la valeur, comment est-ce que même à notre taille on va devoir s'adapter, comment est-ce qu'on accompagne les salariés à moins dépendre de leur voiture, etc. Ou autre. Effectivement là on n'y est pas encore du tout, quoi. Très bien, alors on va poser la question à Joseph Sanfilippo, qui est directeur territorial de Pôle emploi Rhône. Bonjour et merci encore à nouveau de votre accueil ici. Alors vous prenez vos fonctions dans le Rhône après 9 ans en région Occitanie. Maintenant vous connaissez bien sûr la région. Alors on a compris, le recrutement étendu, tout marché confondu, tout territoire confondu. Renaud Collin, qu'on va écouter tout à l'heure, dit qu'il y a la nécessité de formation de trait d'union. Les jeunes chefs d'entreprise, et Bruno Volon souligne, voilà, ne peuvent pas être partout et ont besoin effectivement d'être accompagnés. Je crois qu'il y a un mot fort qui revient de nos entretiens, c'est le mot coaching, coach. Et vous développez des dispositifs dans ce sens pour aider l'emploi industriel. Est-ce que vous pouvez nous donner 2 exemples, alors un peut-être un peu à la dentelle et puis un peut-être un peu plus conventionné avec la métropole de Lyon? Oui, alors effectivement, il existe à Pôle emploi un certain nombre de dispositifs. Le directeur régional a évoqué un sujet tout à l'heure, et ça me semble important, c'est que nous ne manquons pas de moyens aujourd'hui. Voilà, Pôle emploi ne manque pas de moyens pour pouvoir accompagner, qualifier les publics, quel que soit le secteur d'activité. Alors évidemment, nous sommes face à un enjeu de taille, c'est une reprise économique absolument considérable, qu'on n'avait sans doute pas vu venir à ce niveau-là.
Et puis également dans nos portefeuilles de tous les conseillers aujourd'hui Pôle emploi, des demandeurs d'emploi qui sont peu, pas qualifiés et qui ont véritablement besoin d'être accompagnés de façon intensive. Donc aujourd'hui, quel est le sujet? Nous avons un taux de chômage qui baisse abondamment, puisque Frédéric Toubeau évoquait 6,4 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le Rhône c'est 6,6. Bon, on estime un chômage frictionnel autour de 5%. Frictionnel, c'est lorsqu'il est très difficile de faire appel à la demande d'emploi pour répondre aux besoins des entreprises. Donc nous avons quand même une marge. Et donc ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, on évoque toutes ces tensions de recrutement aujourd'hui, eh bien, finalement, on est face à un défi de taille, mais en même temps, on veut se lancer un pari fou. D'ailleurs, vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais l'idée c'est de dire, faisons de ces tensions de recrutement une opportunité. Alors, on a les moyens. La formation est un levier, mais il y en a d'autres. Vous parliez notamment de l'immersion coachée. Coaching, c'est que ça veut dire quoi? Madame la ministre a lancé en 2021 un challenge national sur une innovation autour de l'inclusion des personnes et des demandeurs d'emploi de longue durée. Et nous, dans le département du Rhône, avec les équipes qui ont réfléchi à ce sujet, on s'est dit, mais finalement, l'enjeu, il est sur l'accompagnement intensif des personnes éloignées de l'emploi. Pourquoi ne pas s'allier avec les entreprises et de leur demander, pendant une semaine, d'accueillir 2 à 4 demandeurs d'emploi pour leur faire découvrir leur entreprise, les métiers, et tout ça couplé avec un coach qui intervient au 3e jour, mais qui intervient aussi à la semaine qui suit l'immersion coachée. Parce que, plus que toute autre chose, et notamment les aides financières, ce que recherche aujourd'hui les chefs d'entreprise, je pense qu'il y en a un certain nombre, ce ne sont plus les aides financières. Oui. Là, c'est le salarié, enfin, c'est un salarié. Donc, il nous faut trouver... Qui vaut de l'or, comme dit et qui vaut de l'or. Et nous avons ces moyens-là. Par contre, si vous me le permettez, parlait d'attractivité. Et dans l'attractivité, et c'est très important me semble-t-il, il y a aussi l'attractivité de l'offre d'emploi. Aujourd'hui, nous avons des conseillers qui sont plutôt là en expertise et qui essayent d'accompagner les entreprises qui nous déposent une offre d'emploi. D'ailleurs, il y en a un certain nombre ici, et je les salue, parce qu'il y a des équipes. Oui. Je vois le directeur de Saint-Fond, d'ailleurs, qui est venu avec nous. Qui est venu et qui est présent ce soir. Et aujourd'hui, il nous faut, et vous parliez de la marque employeur, je crois que c'est très important. Pourquoi? Parce que de plus en plus, la jeunesse d'aujourd'hui est en quête de sens. Et on est face à un phénomène social, vous évoquiez l'accélération incroyable aujourd'hui des mutations profondes, etc. Donc il nous faut, tous les détails sont importants. Donc l'attractivité, c'est aussi l'attractivité de l'offre, et c'est aussi, me semble-t-il, de revoir ces critères, changement de paradigme. Vous êtes Adbike, alors je trouve que ce préfixe il vous va super bien parce que vous pourriez être qualifié de ad entrepreneur, et depuis 2015 vous savez vraiment adjoindre avec talent des coopérations, des solidarités autour de votre société, surtout autour du cluster Cara Active Mobility, dont vous êtes en plus l'un des fondateurs. Alors on fait un parallèle après avec Monsieur Volant qui a aussi fondé Tara Entreprise. Et en fait, vous aujourd'hui, vous êtes peut-être l'incarnation de ce que dit Nadine Rato sur le nouvel modèle écodev industriel. C'est quoi les ressorts que vous activez? Vos ressorts coopératifs. Donnez-nous 2 exemples de coopération que vous développez pour être un ad entrepreneur. Oui, effectivement, dans le monde du vélo, on est dans une dynamique qui est hyper positive, sur laquelle il se passe plein de choses, et effectivement l'attractivité aujourd'hui, c'est pas trop notre problème de réussir à faire venir des talents. Dans mon entreprise, j'ai vraiment aucun problème, et je travaille beaucoup avec des alternants. Par contre, effectivement, on travaille beaucoup avec des alternants. Et par contre, dans le schéma de développement de mon entreprise, aujourd'hui, on est beaucoup de petites entreprises avec énormément de conviction. Les gens qui se mettent dans le monde du vélo et qui créent des entreprises dans le monde du vélo, c'est vraiment par conviction en général. Et voilà, on est de petites entreprises, et donc l'idée, c'était d'essayer de se rassembler. La première étape pour se rassembler, ça a été de créer, alors avant de s'appeler Cara Active Mobility, ça s'appelait le cluster MAD, Mobilité Active et Durable, et effectivement, j'ai cofondé ce cluster-là et essayer de se dire comment est-ce qu'on fait pour déjà commencer à discuter ensemble, commencer à essayer de faire des choses ensemble, que ce soit des choses très simples de communication ou peut-être aussi sur le travail. Et on est arrivé jusqu'à la création d'une coopérative d'assemblage de vélos qui va ouvrir le mois prochain, qui s'appelle l'usine à vélo, sur laquelle on est 6 fabricants à se rassembler pour commencer à fabriquer ensemble. Et donc moi,
ma dynamique de salarié d'entreprise, elle est plutôt en train de descendre plutôt que monter, parce qu'en fait, mes salariés vont venir dans l'usine à vélo, sur lesquels ils vont pouvoir devenir coopérants de cette coopérative, et il y aura une vraie volonté, en tout cas, d'intégrer les salariés à l'intérieur. On a beaucoup, le côté social est aussi très important. Et quand je parlais de formation trade union, c'était sur les personnes dans l'insertion. Aujourd'hui à Lyon, il y a plusieurs structures qui font l'insertion par le travail du vélo. Donc ils se servent du vélo pour aider des personnes qui sont éloignées de l'emploi à retravailler, ainsi de suite. Et c'est le passage entre ces associations d'insertion et le monde dans l'entreprise qui est le nôtre, qu'aujourd'hui nous on ne sait pas appréhender.